Cécile Guilbert, vous étiez venue l'an dernier à Maison de la Poésie présenter Écrit stupéfiant, qui était une incroyable anthologie de textes sur la drogue d'Homère à aujourd'hui. Vous revenez ce soir avec un livre très différent, Roue libre, qui vient de paraître chez Flammarion, qui est un recueil de chroniques que vous aviez écrites dans La Croix entre 2017 et 2019, auquel vous avez ajouté quelques textes que vous avez écrits au printemps dernier à la fin de ce qu'il faut hélas appeler maintenant le premier confinement. Dans Roue libre, vous parlez de... On pourrait dire que le fil rouge de Roue libre, c'est une critique des différents conformismes de notre époque. Vous y parlez de sujets variés, sujets de société, littérature, beaucoup, féminisme, art contemporain. Vous y parlez de vos plaisirs aussi, de ce que vous appelez vos dadas. Première question, quel était votre désir ou votre ambition quand en 2017 vous avez accepté de prendre cette chronique hebdomadaire dans La Croix ? Alors sur le moment, j'étais absolument enchantée d'avoir un espace libre, assez confortable en termes d'espace et de possibilité de développer toute une liberté en fait. Et à vrai dire, je n'avais pas d'idée vraiment préconçue, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Il était clair que je ne pouvais pas être redondante par rapport aux éditorialistes ou par rapport aux commentaires de l'actualité au sens quotidien. Donc cette chronique hebdomadaire, je me suis dit que j'allais vraiment en fonction de mon humeur, de ce que je pouvais lire de mon côté, voir comme exposition, peut-être parler de choses dont on ne parle pas, ou repérer des symptômes, parce que je pense que malheureusement, quand on vit dans l'actualité quotidienne, au bout d'un moment, beaucoup de choses finissent par créer des symptômes, hein, dans cette répétition, dans ces abcès de fixation sur un certain nombre de choses. Et évidemment, même si tout ça a pris beaucoup d'ampleur depuis 2019, hein, et puis même depuis ces derniers mois, en fait, il y avait déjà des choses très frappantes sur, effectivement, l'importance des réseaux sociaux, les crispations des débats culturels ou multiculturels, une forme d'intolérance qui montait, enfin bref, tout ce qui pouvait aller à l'inverse de la liberté. Donc je trouvais que c'était pain béni, finalement. Il y a quelque chose qui m'a frappé en relisant ces chroniques que j'avais lues à l'époque, c'est que ceux qui vous connaissent savent que vous êtes un esprit frondeur qui aimait bien croiser le fer. Mais ceci étant dit, dans ce livre, vous restez toujours dans les limites de la courtoisie et de la raison. Vous ne partez pas dans le pamphlet ou la polémique. Est-ce que c'est parce que vous jugez que notre époque est suffisamment délirante comme ça et que le devoir justement aujourd'hui d'un écrivain, d'un intellectuel, et d'essayer de remettre un peu de raison dans ce foutoir ambiant? Oui, bah justement, comme nous vivons dans un monde de polarisation extrême, d'hystérisation des débats sur un certain nombre de chaînes, sur ces fameux réseaux, etc., je pense qu'évidemment, il n'est pas question de partir Et puis, de toute façon, je n'ai pas de position qui nécessiterait d'aller sur l'insulte. Je pense que justement, c'est un signe de faiblesse d'insulter son adversaire ou les gens avec qui on n'est pas d'accord. Donc oui, je pense que le rôle d'un intellectuel et même de tout esprit, ou même d'un journaliste, est de discriminer, faire ramener de la raison et surtout développer des arguments, examiner les arguments et puis essayer de raisonner, raison garder au milieu du brouhaha. Il y a quelque chose qui m'a frappé, un paradoxe qui m'a frappé dans ce livre, c'est que vous faites souvent l'éloge de la singularité et en même temps vous argumentez, c'est donc pour convaincre. Et dès le début du livre, vous mettez en exergue cette phrase de Ponge: « J'ai le sentiment que les autres ont raison de n'être pas de mon avis, de n'être pas moi et de ne pas m'accepter tout entier. » Alors est-ce que c'est pas mission impossible, comme dirait Tom Cruise, de vouloir cultiver sa singularité tout en voulant accroître son audience? Ouais, je ne cherche pas à accroître mon audience, mais comment dire, j'ai l'impression déjà que quand j'écris, je ne parle pas des chroniques, mais en général, si vous voulez, j'ai l'impression qu'écrire, c'est un peu donner forme à un désaccord avec la société, ou avec la doxa, avec l'opinion commune, l'opinion courante. Et donc, il y a une forme de, je dirais pas de dandisme, mais si vous voulez, j'aimerais pas que tout le monde soit d'accord avec moi, parce que ça voudrait dire que j'ai raté quelque chose. Donc c'est pour ça que je cite cette phrase de Ponge, parce que je conçois aussi très bien que ce que j'avance comme argument ou comme idée ne puisse pas évidemment convenir au plus grand nombre. Elle ne convient pas au plus grand nombre, puisque précisément je suis là pour écrire contre ce que j'estime être une sorte d'opinion dominante, un peu moutonnière et un peu, oui, un peu bébête. Alors pour le ton de votre livre est souvent caustique. Pour que nos auditeurs puissent se faire une idée de la couleur du livre, je vous propose de lire un extrait où vous racontez un salon du livre en province.
Alors ça s'appelle « Misère de l'écrivain en animateur culturel ». L'arnaque est toujours la même. On vous contacte des mois à l'avance, vous faisant croire qu'on apprécie ce que vous écrivez, que vous retrouverez là-bas X et Y, avec qui vous parlerez, débattrez et serez même rémunéré, tout en faisant la promo de votre dernier livre et des autres, que naturellement vous signerez. À la fois flatté par tant d'égards et la perspective de rencontrer des lecteurs, séduite par un week-end au vert et les charmes à venir de l'auberge du Cheval Blanc, comme des ripailles à l'ancienne qu'appréciait tant le défunt Jacques Chirac, vous acceptez. Grave erreur. Outre que vous mettez 3h30 avec correspondance pour faire 200 km, tant la ligne de train pourrie accumule les retards, vous êtes obligé de repartir avant la fin pour ne pas revivre la même galère. Entre-temps, vous découvrez que vous ne figurez pas sur le programme, niet causerie est donc caché, que X et Y, pas fou ni con, ont décliné, que les organisateurs n'ont jamais lu une ligne de vous, les notables du cru pas davantage, et qu'à la place de l'hôtel Vintage, ces gens qui se piquent de culture et d'âme vous ont logé dans un cube à nom anglo-saxon, en bord d'autoroute, accessible seulement par carte magnétique. Il pleut, vous vous couchez déprimé, vous êtes coincé comme en prison. Demain sera un autre jour et fatalement il arrive. Il pleut toujours, vous entrez dans un hall et cherchez votre table parmi les auteurs, majoritairement du coin ou y possédant des résidences secondaires, ce qui explique la présence massive d'ouvrages sur l'histoire régionale et les produits du terroir, mais moins la vôtre. Vous trouvez enfin votre place, mais pas vos livres. Le dernier, paru 3 semaines plus tôt, n'est présent qu'en 5 exemplaires, car la gestion des titres a été confiée à la maison de la presse locale, qui apparemment ne lit pas les journaux. Vous vous surprenez donc à prier pour que ne se présentent pas trop de lecteurs potentiels, aussi désespérants qu'absurdes. Vous écoutez d'une oreille distraite les discours d'officiels qui s'auto-congratulent sur votre dos de prolo des lettres. Les micros grésillent, le people de service qui, bien entendu, préside le jury du prix must de tout festival, est en retard lui aussi à cause du train. Faute de lecteurs qui n'achèteront rien parce qu'ils ne vous ont pas vu à la télé, vous contemplez les plantes vertes. Mieux, vous devenez vous-même une humble plante verte. Consolation, savoir que vous regagnerez bientôt votre solitude chérie pour vous venger par écrit de toutes ces misères. C'est un thème qui revient souvent dans Roue libre, celui du statut de l'écrivain aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle différence vous faites entre écrivain et auteur, et pourquoi est-ce que dans le monde de l'édition aujourd'hui, on ne parle quasiment plus que d'auteur et de plus en plus rarement d'écrivain? Alors la différence que je fais entre écrivain et auteur, c'est que pour moi, tous les écrivains sont des auteurs, mais d'abord tous les auteurs ne sont pas des écrivains. Donc les écrivains, c'est ceux qui font quelque chose avec la langue. Alors, ou qui font quelque chose de très très fort, au sens où Proust disait que toute littérature est écrite dans une sorte de langue étrangère, et donc là, il y a une vraie, une forge du style, d'une sorte de nouveau langage, bon, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais ça peut arriver quand même, il en arrive quelques-uns par siècle. Mais disons, pour simplifier, que tout écrivain fait quelque chose avec la langue française, s'en sert comme d'une pâte, d'une matière, avec gourmandise, avec sensualité, avec art, avec soin, etc. Et les auteurs se contentent de signer des livres, ce qui est très différent, et ce qui est le sens étymologique d'être auteur, hein, en fait, c'est auctoritas, c'est celui qui signe. Alors c'est vrai qu'on constate, mais ça fait longtemps, je pense, hein, que effectivement dans les maisons d'édition, on parle des auteurs. C'est plus simple, comme ça on met tout le monde dans le même sac et il n'y a pas de jaloux. Il y a un genre littéraire dont vous vous moquez à un moment dans votre livre, c'est celui de l'exofiction, les biographies romancées, genre littéraire que Nabokov appréciait, puisqu'il disait « c'est la pire sorte de littérature jamais inventée ». En quoi est-ce là aussi un symptôme de l'époque que ce genre littéraire se développe de plus en plus? Alors oui, c'est toujours intéressant de regarder un peu ce qui se fait, parce qu'en fait, ce sont des symptômes, et ça dit quelque chose, forcément, et on peut repérer dans la production littéraire des tendances, hein, comme il y en a dans la mode, comme il y en a pour la coupe des vêtements ou la hauteur des jupes, en fonction des saisons, sauf que là, c'est vraiment qualitatif et non pas quantitatif, comme dans la mode, quand on raccourcit ou baisse les jupes, mais... Il y a plusieurs tendances. Bon, parmi ces tendances, vous soulignez à juste titre que l'exofiction, alors ce qu'on appelle l'exofiction, c'est ce qu'on a voulu opposer à l'autofiction, c'est-à-dire la fiction d'autrui, des autres. Donc il s'agit en général de raconter la vie de quelqu'un d'autre, en général une personnalité, alors pas forcément historique au sens du roman historique, mais disons une personnalité culturelle, parce que c'est surtout ça qui émerge beaucoup depuis plusieurs années. Alors ça correspond à plusieurs choses. Je pense que d'une part, les lecteurs sont toujours friands de la vie des autres, hein, d'autres vies que la leur.
surtout qu'il y a des vies intéressantes, évidemment, passionnantes, mais qui ne sont plus prêts à faire ce qu'ils faisaient dans les années 70 ou 80, c'est-à-dire lire des grosses biographies ou des choses trop détaillées, avec des appareils de notes, tout ça prend du temps, c'est trop volumineux. Alors ils aiment bien lire des portraits, et d'ailleurs c'est un genre aussi, la biographie, qui dérive dans le portrait plus court, hein. Et ils aiment aussi lire des exofictions, c'est-à-dire les livres, des vies romancées, disons. Mais ce qu'ont de particulier ces autofictions, c'est qu'en général, les auteurs ne se contentent pas de raconter de façon plaisante ou romanesque, si vous voulez, la vie des individus en question. En fait, souvent, il y a une sorte on impose sa subjectivité à l'intérieur de ces fictions, dans la mesure où les auteurs sont toujours obligés de justifier d'une certaine façon pourquoi ils s'intéressent à ce sujet. Donc en général, ils ont peut-être une histoire particulière avec ce thème, où ils essayent de créer des liens. Et donc il y a beaucoup de fictions qui se développent. Alors moi, ça m'interroge parce que d'une part, je m'aperçois que ces exofictions, en fait, sont limitées sur des périodes de temps assez courtes, hein. En fait, en général, c'est l'histoire culturelle du XXe siècle, un petit peu le XIXe. Ça pourrait être dans la bohème artistique du 19e, mais enfin, c'est assez rare qu'on remonte plus loin. Mais de toute façon, d'une certaine façon, c'est assez rare qu'on remonte plus loin sur les siècles, disons, je dirais, de l'Ancien Régime pré-révolutionnaire. Donc c'est... Voilà, il y a ça. Et puis, quelle était la question? Oui, pourquoi? Je me souviens plus. Enfin, c'était l'idée en quoi c'est symptomatique, peut-être d'une certaine oui, paresse aussi. C'est symptomatique parce que en littérature en général, même si la littérature historiquement, on peut développer, disons, pour aller vite à partir du 19e siècle et le grand épanouissement du roman, disons, en France, etc., c'est qu'en fait, en général, les écrivains font tout un travail. Alors, il y a les écrivains d'imagination, mais il y a aussi des écrivains qui remontent. Il y a toujours une part de mémoire, si vous voulez, dans la littérature française. C'est une grande tradition, hein, depuis Chateaubriand, en passant par Proust. Et alors, je trouve que s'emparer de la vie d'autrui dit quelque chose sur peut-être le déficit d'histoire personnelle des individus, en fait, en question. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, la question ne me semble pas vaine. À la fin du XXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé au début du XXIe siècle pour que les jeunes auteurs, puisque c'est d'eux dont je parle, hein, cette veine de l'exofiction, elle est plutôt, elle est très, très pratiquée par des jeunes auteurs. Pourquoi s'intéressent à la vie des autres, moins à leur propre vie? Est-ce qu'ils ont l'impression de ne plus pouvoir vivre historiquement quelque chose? Mais c'est très fort. Je ne leur jette pas la pierre, hein, attention. Je ne critique pas. J'essaye de repérer ce symptôme et d'essayer de voir à quoi il correspond, sans jeter la pierre, évidemment, aux personnes qui font de l'exofiction. Mais je constate que c'est une veine assez forte. Alors les écrivains d'aujourd'hui ont moins de vie intérieure, ils sont peut-être aussi moins aventureux. Dans Roue libre, vous parlez souvent de la censure et de l'autocensure. Et en lisant votre livre, je me suis demandé ce qu'il en était de la prison. Parce que dans l'histoire de la littérature, de Cervantes à Dostoïevski, en passant par Beaumarchais ou Oscar Wilde, beaucoup de grands écrivains sont passés par la prison. C'était comme le service militaire, il fallait faire un peu de prison à un moment ou à un autre de sa vie. Et c'est quelque chose qui a complètement disparu depuis Régis Debray. Il me semble que plus aucun écrivain ne va en prison en Occident. Est-ce que c'est parce que les écrivains sont moins sulfureux, moins subversifs, ou parce que le monde contemporain a créé des châtiments tels que la cancel culture qui suffisent à écarter les mauvais sujets? Alors, c'est intéressant cette question, j'y avais jamais pensé, mais c'est tout à fait passionnant. Je pense que les écrivains ne font plus de prison parce que les remous de l'histoire ne sont plus les mêmes, hein. On ne peut pas comparer certaines phases de l'Ancien Régime, on vous envoyait en lettre de cachet à la Bastille pour un oui ou pour un non, ou des périodes de guerre, ou en Régis Debray, une guérilla sud-américaine. Bon, c'est vrai que c'est des remous historiques et révolutionnaires tout à fait spécifiques. Ou Céline en prison, on sait pourquoi, etc. Donc déjà, l'histoire est beaucoup plus calme. Deuxièmement, la censure n'existe quasiment plus. En fait, la censure s'est complètement modifiée. La censure à l'ancienne n'existe plus. Ce qui existe, c'est l'autocensure ou la censure économique. Mais bon, à part quelques ligues de vertu très très marginales qui s'excitent sur certaines œuvres, bon, on peut plus dire que la censure à l'ancienne existe. Donc voilà pourquoi il n'y a plus d'écrivains en prison.
Ceci étant, il faut parler des formes de censure d'aujourd'hui, c'est-à-dire de cette censure idéologique, la cancel culture. Bon, la cancel culture, j'ai pas l'impression qu'elle est trop développée en France, mais enfin bon, on voit bien que s'importe d'outre-Atlantique toute une série de comportements qui, au nom du droit légitime de défendre les minorités, si vous voulez, basculent complètement, renversent la vapeur et veulent effectivement incriminer des pans entiers de l'histoire culturelle rétroactivement, comme si l'universalisme n'était pas un produit historique. Donc bien sûr qu'il y a une nouvelle censure. Alors, dès l'introduction du livre, vous parlez de fascisme du consensus. Et c'est une idée qui m'a intéressé, que vous démontrez dans un de vos textes, que finalement la démocratisation de la liberté d'expression a fini par restreindre la liberté d'expression. Et c'est une idée que j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu comment, via les réseaux sociaux, finalement la liberté pour tous finit par être la liberté pour personne. Et moi, je ne l'analyse pas vraiment, je pense, en termes d'incriminer la liberté d'expression, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des mécanismes cachés, si vous voulez, derrière la démocratisation, comme si, d'une certaine façon, bon, la démocratie, c'est bien, la liberté d'expression, c'est un acquis des droits de l'homme qu'il faut défendre, et on sait combien aujourd'hui il faut défendre la liberté d'expression. Mais j'ai l'impression que la tyrannie de la majorité ou ce climat détestable qu'on a aujourd'hui n'est pas lié en fait aux excès de la liberté d'expression. J'ai l'impression qu'il est lié à l'atomisation en fait du corps social. Ce qu'on voit dans les réseaux sociaux en fait, c'est que à partir du moment où on fonctionne sur des appareils qui sont eux-mêmes régis dans leurs sources d'information par des algorithmes. C'est ce qu'on voit aux États-Unis, hein, très, très nettement. C'est-à-dire que les gens sont dans des bulles où ils ne sont comme dans un palais des glaces qui leur renvoie que ce qu'ils pensent eux-mêmes et tout ce qui ne pense pas comme eux est complètement discrédité. Et en fait, ce que produit l'individualisme à outrance, qui est un surgeon à l'intérieur de la démocratie du monde, c'est ce qu'a très bien vu Tocqueville d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a la démocratie et puis il y a l'individualisme. Ça va ensemble jusqu'à un moment, mais on restait toujours dans un monde commun. Or maintenant, l'individualisme est arrivé à un tel degré d'atomisation qu'il n'y a plus vraiment de monde commun, il n'y a plus de socle de référence commune, c'est tout à fait ce qu'on voit aujourd'hui. Donc en fait, la guerre de tous contre tous, d'une certaine façon, vient de ça. Et on pourrait l'analyser sous un autre angle, qui serait que dans un monde complètement sécularisé, alors vous me direz, mais non, le monde n'est pas sécularisé, puisqu'on a des religions qui sont là à emmerder tout le monde. On peut imaginer que le prurite et la surréaction de certaines religions, bon, c'est l'islam, hein, pour ne pas la citer, vient justement de cette décomposition du religieux, de la sécularisation du monde. C'est-à-dire que devant une sécularisation grandissante, certains n'ont pas d'autre que cette crispation absolument violentissime sur la religion. Mais disons que dans un monde planétaire relativement sécularisé, Dieu est mort, disons, et puis les religions se décomposent, s'effritent, ne concerne plus que des minorités, on a l'impression que c'est la société elle-même, si vous voulez, qui s'est autodivinisée et qui est vraiment omniprésente, omnipotente. Et quand je dis la société, mais en fait, c'est cette énorme masse d'individus atomisés. Et c'est ça la société. Et c'est ça cette espèce de tyrannie qui pèse sur nous. Alors, il y a une autre décomposition dont vous parlez souvent, qui est celle du langage, de la maîtrise du... Tout se décompose, en fait. De la maîtrise du français, qui vous semble être la cause de nombreux problèmes de l'époque, et notamment à un moment vous parlez du féminisme et vous faites l'éloge du libertinage en expliquant qu'il y avait au XVIIIe siècle, il y avait cet art de vivre, mais qui était aussi lié à une maîtrise du français dans toutes ses nuances, et que finalement aujourd'hui, à contrario, les débats autour du consentement, de la notion de zone grise, sont symptomatiques d'un problème de verbalisation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette théorie que vous avez ? Je pense que cette théorie ne va pas plaire aux féministes parce qu'elles vont me rétorquer immédiatement que cette littérature libertine que j'aime tant et qui me semble emblématique d'une certaine connivence et d'une certaine complicité entre les sexes, qui plutôt que se faire la guerre s'entreséduisent et effectivement ont un commerce amoureux, sensuel et plus si affinité, si vous voulez, sont des livres écrits par des hommes. Ceci étant, c'est quand même le symptôme, là encore, d'un certain climat qui a existé, je ne vais pas vous l'apprendre, je veux dire, entre la Régence et, disons, le règne de Louis XV, Louis XVI,
il y a eu ce moment tout à fait singulier dans l'histoire de France, dont Philippe Solers, à juste titre, dit que les Français ne le connaissent pas. Puisqu'en fait, le libertinage est toujours rabattu sur le troussage de soubrette, le droit de cuissage, est toujours le mal dominant. Et c'est ce que nous disent les féministes américaines qui viennent nous faire la leçon en nous disant que le verrou de Fragonard est une scène de viol. Ce qui est fascinant dans cette littérature, indépendamment du charme des situations, c'est effectivement la maîtrise du langage dans une zone d'ambiguïté où il y a ce qui se dit, il y a ce que le corps exprime, qui peut être désaccordé ou qui peut être accordé à ce qui est dit. Donc, si vous voulez, il y a toute une interprétation à faire, d'une part du langage, d'autre part du langage du corps, qui donne lieu à des situations pleines d'équivoques, pleines de subtilité, pleines d'ambiguïté, et qui permettent cet espace de jeu tout à fait fascinant, et qu'on voit d'ailleurs dans un film dont je parle dans une des chroniques, qui est Mademoiselle de Jonquière, et qui jouait admirablement sur le registre à la fois du langage et du langage du corps. Quand je dis que les capacités de verbalisation s'effondrent, c'est qu'évidemment, une femme ou un homme qui serait en prise avec un partenaire possible ou quelqu'un qui voudrait avoir un commerce amoureux ou voluptueux avec elle, à partir du moment où la zone le verbe s'effondre, qu'on ne sait plus exprimer ni ses désirs, ni ses émotions, évidemment, cette histoire de consentement s'effondre. Mais de toute façon, bon, indépendamment de la question du consentement, on voit bien que les capacités de verbalisation de l'être humain sont quand même assez effondrées. On le voit parce qu'on peut lire des échanges où... Enfin, moi, je suis frappée, je suis pas sur ni Twitter, mais quand on me montre des fenêtres Twitter et que je vois les réactions des uns et des autres, je vois que les gens s'expriment avec des émoticônes, avec des espèces de bouts tronqués de langage, etc. Je me dis que tout ça est complètement appauvri. Bon, alors c'est peut-être pas super grave, mais c'est quand même grave. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi c'est grave? C'est pas parce qu'il y aura une balle langue et c'est dommage qu'on la foute en l'air avec ce type d'expression. C'est-à-dire qu'en fait, la langue française a des qualités logiques et des qualités d'expression, de clarté, et qui permettent des nuances, qui permettent, et surtout, qui permettent la logique. Or, en fait, ce dont on souffre dans notre monde, peut-être plus encore que de l'appauvrissement des capacités syntaxiques ou lexicales de la langue, c'est de l'illogisme, du n'importe quoi, de pouvoir dire n'importe quoi, d'en inférer des conséquences qui ne sont pas les bonnes. Enfin, vous voyez, bon, d'être dans une sorte de confusion qui n'aide pas à penser. Oui, c'est ce que vous expliquez dès le début du livre, où vous commentez un livre de Jean-Michel de La Comté qui s'appelait Notre langue française, où il revenait justement sur l'histoire siècle après siècle de la langue française. Et vous expliquez qu'avec justement cette décomposition du français, c'est la perte à la fois de l'art de vivre et d'une société possible aussi. Quoi. Oui, parce qu'en plus, ce qui était magnifique dans le livre de Jean-Michel de La Comté, c'est qu'il expliquait très bien comment les souverains successifs avaient œuvré à faire de cette langue une langue pour tous. C'est-à-dire une langue, dont l'apogée est évidemment au XVIIe siècle, même si on pense que l'Académie a corseté la langue, en fait, cette langue était pour tous. C'était une langue belle, claire, noble, qui, du haut en bas de la société, pouvait être comprise par tous. C'est pour ça qu'on a abandonné le latin, c'est pour ça que, bon, voilà, il y a eu cette entreprise de refonte d'une langue pour tous. Et c'est pas du tout l'apanage d'une élite. Il ne faut pas du tout le comprendre comme ça. C'est-à-dire que c'est l'excellence pour tous, en fait. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça, justement, qu'on aimerait bien revoir à l'œuvre, évidemment, dans l'éducation nationale et pour tous les enfants de France, d'où qu'ils viennent. Donc cette excellence pour tous. Donc pour vous, c'est pas inaudible cet argument, parce que dans ce fameux texte sur le féminisme, vous dites que la marquise de Merteuil est une des plus grandes féministes de tous les temps. Alors moi, je suis d'accord avec ça, mais j'imagine que vous aurez du mal à convaincre de jeunes néo-féministes radicales. Il faudra d'abord qu'elle lise Les liaisons dangereuses et puis il faudra en reparler, quoi. Mais parce que la marquise de Merteuil, évidemment, c'est un peu une provocation de dire que c'est une des plus grandes féministes de tous les temps parce qu'elle ne lutte pas contre la domination masculine. Elle essaye elle-même de se mettre sur le terrain de cette domination masculine. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, en attendant de foutre en l'air la domination, moi je pense qu'il faut évidemment œuvrer pour détruire certaines formes de domination, pas seulement masculine, hein, aussi raciale, économique, bon, beaucoup de choses. C'est pas que je veux, si vous voulez,
c'est compliqué, ça va pas être facile de l'expliquer dans le cadre de cette conversation. C'est-à-dire que je suis à la fois conservatrice sur un certain nombre de choses, mais et je suis pas fixiste. C'est-à-dire que je vois qu'il faut qu'il y ait des choses changent et je suis d'accord. Donc, en attendant de détruire la domination masculine, quelqu'un comme la marquise de Merteuil se porte sur le terrain de cette domination masculine et elle se dit, je peux être aussi forte après tout que Valmont et donc je vais lui montrer de quoi je suis capable. Mais ce qui m'embête, c'est que de se tirer des balles dans le pied, par exemple, quand les féministes disent, et pas que les féministes, parce qu'il y a des hommes aussi qui collaborent à ça, parce qu'ils pensent que c'est chic aussi d'être féministe et que ça fait ami des femmes et tout, mais qui disent des bêtises énormes. Parce que par exemple, quand on dit que l'écriture inclusive, il faut pas passer à l'écriture inclusive, que l'écriture véhicule cette domination masculine et que les grammairiens du XVIIe siècle de l'Académie française étaient des hommes, ok. Mais qui a des moyens techniques et une virtuosité artistique telle pourrait écrire des livres avec l'écriture inclusive? Honnêtement, je vois pas. Et quand je vois des auteurs et des autrices, comme on dit affreusement aujourd'hui, se jeter sur l'écriture inclusive, mais je me dis, mais c'est déjà, elles écrivaient pas très bien, mais alors s'il faut se taper l'écriture inclusive, mais les livres sont illisibles. Donc vous voyez un peu la bêtise idéologique de cette langue française par rapport à cette langue française si belle et dont il faudrait s'auto-mutiler, alors que c'est déjà suffisamment difficile d'écrire comme ça avec la langue telle qu'elle est, mais alors s'il faut s'auto-mutiler avec l'écriture inclusive, vous voyez, on arrive à des aberrations extraordinaires. Alors, à propos de morale, vous citez Proust à un moment qui disait « On devient moral dès qu'on est malheureux ». Phrase qui m'a intéressé à double titre. Le premier, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre époque moralisatrice, Sainte-Beuve a définitivement gagné contre Proust? Et deuxième question, est-ce que si notre époque est si moralisatrice, c'est la preuve qu'elle est foncièrement nihiliste et dépressive? Oui. Parce qu'en fait, on devient moral quand on est malheureux, c'est-à-dire que il me semble, mais ça, c'est des vérités, des vérités qu'on éprouve dans la manière dont on corpore et dont on est par rapport au monde. Il me semble que quand on est heureux, qu'on n'envie pas les autres, qu'on n'a pas de ressentiment, on vit et on laisse vivre, si vous voulez. Vivre et laisser vivre, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Or, quand on commence à pointer le doigt sur autrui en dénonçant, en critiquant et en faisant de la morale, là, je pense que c'est à nouveau un symptôme d'un grand mal-être, quoi. Bon, mais c'est vrai que l'époque est plutôt... mais tout ça, bon, comment dire, ça m'ennuie de dire l'époque est nihiliste, parce qu'en fait, la question du nihilisme est une question extrêmement complexe, parce il ne faut pas s'arrêter à la notion psychologique, si vous voulez, du dépressif ou d'être nihiliste. C'est qu'en fait, la question du nihilisme vient de très loin, si vous voulez, la dévalorisation des valeurs, tout ça, c'est un processus, si on reprend les philosophes, qui a commencé quasiment au XVIIe siècle, avec la maîtrise de l'homme sur la nature, sur tout, et cette espèce d'instrumentalisation, et jusqu'à vider toute sa substance, et jusqu'à arriver à un désastre. C'est comme si le ravage était en cours depuis très longtemps, hein, on peut penser ça aussi. Et puis que là, on arrive vraiment dans un moment, et d'ailleurs, je crois que c'est intéressant, cette crise, pas seulement l'épidémie, mais si vous voulez, toute la crise climatique, toute la prise de conscience parce que c'est quand nous étions enfants, jamais, il y avait les prédictions du Club de Rome dans les années 70, on savait bien qu'il y avait de la pollution et tout ça, mais on n'imaginait pas qu'on pouvait peut-être voir la fin des espèces, la fin de certaines espèces d'insectes, d'oiseaux. Enfin, cette dégradation de la biosphère n'était pas du tout quelque chose qui habitait nos jours et nos années. Donc on voit bien qu'il y a eu une accélération foudroyante à la fin, là, au début du XXIe siècle, et que donc toute cette musique philosophique du ravage et d'une catastrophe en cours prend une acuité très forte. C'est intéressant ça, parce que... ça donne effectivement envie pas seulement de relire des philosophes importants, mais de vraiment réfléchir à ce qu'est cette question du nihilisme qui dépasse, si vous voulez, le déprimisme d'un Houellebecq ou de je ne sais pas qui. Oui, Houellebecq, quand vous dites qu'il fait ces tristes choux gras de cette ère du temps. Et c'est vrai que le fait que l'époque ait élu Houellebecq comme mascotte n'est pas très bon signe sur le... Ça prouve que le truc est dominant, c'est-à-dire que Houellebecq est un extraordinaire entomologiste, observateur, symptôme lui-même de ce qui saisit, pas seulement nous, Français, ses contemporains, mais de ce qui saisit la planète. Donc oui, il est un bon...
un bon sismographe, sans doute un des meilleurs sismographes de l'époque. Mais évidemment, puisque les êtres qui ne sont pas dans le ressentiment, qui ne sont pas nihilistes, etc., sont forcément une minorité invisible. Nous sommes comme les catholiques des catacombes. Alors, dans Roue libre, justement, vous parlez aussi de choses que vous aimez, d'écrivains comme Barbey d'Aurevilly, sur lesquels, enfin, vous partez sur ces traces en Normandie, vous parlez d'architecture, enfin, de plein de sujets variés. Venise revient assez souvent dans le livre. Venise qu'on prend souvent comme emblème de quelque chose de menacé par la modernité. Est-ce qu'il y a des zones de respiration possibles dans cette époque où tout est menacé par le marché et par cette espèce de montée des eaux Je pense que tout est préservé à partir du moment où on prend le temps, en fait. J'ai l'impression que la variable clé de la jouissance et du bonheur, mais bon, je parle plutôt de la jouissance parce que c'est des instants, c'est des moments. En fait, la variable est le temps, parce qu'à partir du moment où on peut prendre le temps de goûter les choses, de voyager, de se mouvoir dans l'espace avec une certaine durée, les choses redeviennent sensibles, redeviennent goûteuses. Si vous partez en voyage en sautant d'un avion à un autre et que vous traversez la Terre, évidemment, ce ne sera pas la même chose que si vous prenez des bateaux, des trains, des moyens de transport lents qui vous font progresser dans l'espace. C'est la différence entre le tourisme et le voyage, par exemple. Et c'est un peu pareil pour tout. Et en fait, c'est à partir du moment où vous avez du temps, mais ça peut être d'aller dans un jardin public, ça peut être de flâner dans une rue, ça peut être de voir vos amis, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où vous prenez du temps, vous renouez avec, à mon avis, ce qui est une attitude poétique. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la poésie? C'est la faculté d'attention aux choses. Voilà. Je crois qu'il ne peut pas y avoir d'épiphanie pour personne si on ne prend pas, si on n'a pas cette faculté d'attention aux choses. Et cette faculté d'attention aux choses, qui est comme une sorte de prière muette, elle est liée au temps. Si vous êtes trop pressé, si vous êtes tout le temps rivé sur votre écran, si vous courez comme un fou d'un point à l'autre pour votre travail ou votre famille, etc., vous ne pouvez, vous ne pouvez pas accéder. Tout accès, même l'accès au langage par la lecture, demande du temps. Enfin bon, je pense que c'est un peu pareil pour tout. Alors, il y a aussi une attention aux êtres, puisque dans Roue libre, il y a plusieurs exercices d'admiration que vous aviez publiés à la mort de Claude Lanzmann, Guy Dupré, Asdine Alaya et Karl Lagerfeld. Alors pourquoi avoir retenu ces quatre-là? Alors, Claude Lanzmann, parce que bon, c'est quelqu'un qui a une personnalité extraordinaire et que honnêtement, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué son époque, enfin, dont l'œuvre Shoah a été une sorte de monolithe, de monument. Enfin bon, il y a une sorte d'avant et d'après, et que c'était, comme disent les Américains, quelqu'un de bigger than life. Et bon, et cette personnalité que j'ai un peu, pas vraiment connue, mais que j'ai un peu côtoyée, qui m'est arrivé de rencontrer, et je trouvais très, très importante. Et puis c'était un homme, bon voilà, qui forçait mon admiration par le livre qu'il avait écrit, le Lièvre de Patagonie, ses mémoires comme ça extraordinaires, et puis cet âge quand même vénérable, il était plus que nonagénaire, et puis toute cette souffrance traversée. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un j'ai cité ce mot, on a l'impression que bon, c'est comme si Voltaire était mort, quoi. Il y avait quelque chose de bon. Ça, c'est Lanzmann, bon personnage assez public. Guy Dupré, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Guy Dupré, c'est un écrivain extrêmement secret, extrêmement très peu connu du public, et très peu de livres, mais qui était, voilà, alors lui qui était une incarnation d'une singularité tout à fait fascinante. C'était pas vraiment ma tasse de thé en matière de littérature, mais si vous voulez, il avait fait un tel pas de côté, il était tellement, à côté de son temps, avec des préoccupations sur la France, mais sur les vieilles guerres coloniales, et puis une sorte de préciosité du langage. Et puis alors il se trouve que je l'avais rencontré une fois, qu'on m'avait emmené chez lui quand il était un très très vieux monsieur, que ça m'avait, bon voilà, et j'avais envie de lui rendre hommage parce qu'en fait personne n'en parlait dans la presse quand il est mort. Et alors pour les deux autres, Alaya et Lagerfeld, bon, Lagerfeld c'est surtout sur sa bibliomanie, le fait qu'il aimait les livres et qu'il était un être beaucoup moins frivole qu'on l'imagine. Et Alaya parce que bon, j'avais énormément de tendresse pour Alaya, et surtout parce que c'était pour moi, si vous voulez, le fait de se tenir, et la façon dont on s'habille dit autant que ce qu'on lit. Enfin, si vous voulez, c'est une question de style, en fait. Et je trouvais que Alaya est une incarnation stylistique intéressante, dans la mesure où c'est un sculpteur.
beaucoup plus qu'un couturier. C'est quelqu'un qui a sculpté les formes, qui a sculpté le corps des femmes, qui les a rendues belles et désirables, et qui était cet homme à la fois très, très humble et qui aussi avait cette singularité de ne pas rentrer dans la moutonnerie de ce qu'est le fashion circus d'aujourd'hui, cette espèce de cirque de la mode où il faut tout sans arrêt produire, faire des défilés. Et lui, il avait occupé aussi une position singulière dans le système, dans son endroit. Et j'aimais bien, j'ai eu beaucoup de peine quand j'ai appris la mort. En fait, j'étais en train d'écrire une autre chronique, c'était un samedi après-midi, puis j'ai entendu à la radio qu'il était mort. J'ai complètement changé de sujet. Je me suis dit, tiens, je vais faire je vais parler d'Alaya, parce qu'en plus, j'avais... bon, il se trouve, ça, c'est des trucs frivoles qui sont liés à moi, mais c'est vrai que dans les années 80 et 90, j'aimais beaucoup les vêtements d'Alaya. Mais tout ça n'est pas si frivole, parce que, par exemple, moi, j'ai appris que Lagerfeld lisait Léoto, ce qui m'a beaucoup surpris, mais surpris... en bien, de la part de Lagerfeld. La dernière partie de votre livre s'appelle Aperçu métaphysique, ce qui montre bien qu'il est quand même question de quête de vérité dans ce roue libre. Et il y a un texte qui s'appelle L'effrayant silence métaphysique de l'espace médiatique. Alors là, c'est à la Debordienne que vous êtes que je m'adresse, puisque je rappelle que vous aviez publié en 1996 un essai qui s'appelait Pour Guy Debord. On a l'impression aujourd'hui que, pas seulement à cause des fake news, mais de manière plus générale, il y a parfois une falsification des médias qui sont ou falsifiés ou un peu gouvernés par une forme d'idéologie, et qu'en gros, il est difficile d'être dans les médias, mais que si on n'y est pas, c'est comme si on n'existait pas. Alors comment, justement, se faire une place dans ces médias sans s'y conformer? Est-ce qu'il faut ruser? Est-ce que Roue libre peut être lu comme une sorte de manuel d'autodéfense dans ce... Écoutez, là, je crois pas, mais comment dire? C'est une question difficile, parce que c'est vrai que ce qui n'existe pas dans l'espace médiatique n'existe pas tout court, d'une certaine façon. Et il faudrait être plus curieux, il faudrait attirer l'attention sur des choses qui ne sont pas forcément en pleine visibilité. Donc il faut que... Je crois que c'est une question de probité intellectuelle. Il faut que les gens qui peuvent avoir une petite parole ou un petit espace d'expression soient moins moutonniers. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que souvent, il y a une sorte aussi de conformisme. Vous le savez bien, puisque vous écrivez aussi sur les livres, et que surtout vous en écrivez vous-même des livres, et vous savez bien qu'il suffit qu'un média parle d'un livre pour que tout d'un coup les autres se disent mais qu'est-ce que c'est, et puis ça se répercute. Je pense qu'il y a un livre là par exemple qui est sorti cette rentrée littéraire, qui était complètement inaperçu, et s'il n'avait pas été sur des listes de prix, tout d'un coup, personne... je pense à l'Anomalie d'Hervé Le Tellier. Bon, c'était un livre qui était passé un peu à l'as, personne n'en parlait, puis tout d'un coup, tout le monde en parle, parce que justement, à un moment, il surgit, et c'est comme si on se disait, mais on a raté une marche, là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a pas vu ce livre? Bon. Donc, c'est une question de curiosité personnelle. Enfin, c'est une question de... Je pense que c'est pour ça que c'est important qu'il y ait toujours dans la presse des individus qui puissent repérer tout ça. Mais je ne pense pas que Roue libre, si vous voulez, Roue libre, c'est quand même juste un recueil de chroniques personnelles, et ça ne peut pas servir... je ne crois pas que ça peut servir de manuel théorique. Alors, à propos d'auteurs zappés par les médias, est-ce que vous pourriez nous dire un mot de Pierre Lafargue, qui a publié un livre en cette rentrée, dont vous ne parlez pas dans Roue libre, mais si vous étiez toujours chroniqueuse à la Croix, j'imagine que vous auriez fait une chronique sur lui, qui est un auteur dont j'ai jamais entendu parler pour ma part, mais que vous tenez pour peut-être le meilleur écrivain actuel. Alors Pierre Lafargue, c'est tout à fait étonnant, parce que Pierre Lafargue, en fait, je l'ai découvert avant de publier mon premier livre, et ça remonte quand même maintenant, puisque mon premier livre date de 94, et à l'époque, je ne pouvais pas rater ça, parce que Pierre Lafargue avait publié un mélancolique hommage à Monsieur de Saint-Simon, qui était paru chez un petit éditeur bordelais. Il se trouve qu'à l'époque, j'allais souvent à Bordeaux, et j'avais mis la main là-dessus, et puis par la suite, Pierre Lafargue a publié des livres que j'ai toujours lus, que j'ai achetés, j'ai toute son œuvre chez moi, et je me rendais compte qu'il avait quelque chose qui était trop sarcastique, trop intelligent, et trop stylé, et si vous voulez, qu'il était dans un domaine de littérature qui n'arrivait plus à mordre sur le goût. Alors, si vous voulez, en fait, son œuvre se déploie du milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on voit comment on a basculé très vite, au début des années 2000, dans autre chose,
à la fois l'industrie éditoriale, l'intérêt du public, la concurrence d'autres sources de divertissement qui ont contribué aussi on n'en a pas parlé, on n'a pas le temps, mais le fait qu'il y ait d'autres divertissements culturels comme le roman graphique, la bande dessinée, les séries télévisées, etc., tout ça influe sur l'industrie du livre. Et Pierre Lafargue s'est obstiné dans une veine que je caractériserais de parfois ducassienne, à tendance un peu sadique, avec une grande cruauté et une grande, si vous voulez, une sorte de surplomb. Mais il est capable, si vous voulez, de tellement de registres rhétoriques, parce qu'en fait, c'est un grand rhéteur. Et là, la rhétorique, c'est quelque chose qui est complètement déserté de la littérature. Donc, il est totalement, oui, marginalisé. Bon, je vois que depuis quelques années, il y a parfois des articles sur ses livres, mais enfin, il est quand même très, très méconnu. Il n'a pas vraiment droit de citer, et c'est bien dommage, parce que c'est un grand... c'est à la fois un grand rhéteur et un grand virtuose. Il est capable d'aller sur plusieurs styles, avec toujours beaucoup d'ironie. Et ceci étant, je n'en sais pas plus sur lui. Je ne sais pas ni où il vit, ni de quoi. C'est une personnalité assez mystérieuse. D'accord. Le dernier texte de Roue libre s'appelle « Catastrophe, suite sans fin ». Vous l'avez écrit, j'imagine, en mai ou en juin dernier, enfin en tout cas au moment du premier déconfinement. Et vous essayez de penser justement la fin de ce confinement et vous dites, enfin, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris, peut-être que je me trompe avec un certain pessimisme, qu'aucune leçon ne sera tirée de cet événement. Et le texte se termine par une citation d'Heidegger qui est donc la fin de votre livre. « Ce qui donne le plus à penser dans notre temps qui donne à penser est que nous ne pensons pas encore ». Alors, est-ce que maintenant qu'on commence un nouveau confinement, vous avez l'impression que c'est mieux pensé ou qu'on est toujours dans un brouillard complet ? Non, je pense qu'on n'a pas progressé d'un iota sur le plan de la pensée, parce que ce qui me rend très pessimiste, si vous voulez, c'est que, et c'est pour ça aussi que j'avais écrit cette chronique, parce que le terme de confinement, confiné, etc., me faisait penser au vocabulaire employé sur l'uranium et les matières radioactives. Et il se trouve... Bon, ça c'est un petit secret de fabrication, mais qu'au début du confinement, j'ai regardé, on m'a prêté une série qui était cette fameuse série sur Tchernobyl. Et ça m'a frappé, parce que quand on voit le désastre que représente une catastrophe comme Tchernobyl, et qu'on voit que plusieurs dizaines d'années plus tard, il a pu se passer une catastrophe comme Fukushima, aussi grave ou encore plus grave, ou en tout cas sur la même échelle, si vous voulez, de gravité de l'événement, de cette catastrophe nucléaire, et que les choses n'ont pas vraiment changé, je me suis dit, mais c'est quand même complètement fou. C'est-à-dire qu'on a l'impression que notre destin, c'est une forme de catastrophe, parce qu'en fait, toutes les crises sont devenues systémiques. Et ce qui me fait dire que ce nouveau confinement, et qu'on n'a rien appris, que rien ne progresse d'un iota, c'est que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne sait toujours pas, on n'a pas d'informations fiables à 100% qui nous permettraient de comprendre comment est né ce virus. Alors on va vous dire si c'est les pangolins, ok. On a trafiqué des espèces interdites et donc ça mais d'abord c'est peut-être un facteur parmi d'autres. On ne sait pas ce qui s'est passé dans ce fameux laboratoire de Wuhan. C'est pas la peine de devenir conspirationniste ou complotiste pour se dire que ou une manipulation accidentelle ou une manipulation. Alors les complotistes diraient c'est une manipulation intentionnelle, etc. Mais on pourrait aussi imaginer que c'est une manipulation accidentelle. Enfin, si vous voulez, le spectre. Et ce que je trouve fascinant aujourd'hui, et c'est ce que disait déjà Guy Debord, quand il disait le plus important et le plus caché, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on a l'impression que toute la planète est sous la transparence de médias simultanés en temps réel, qu'il n'y a plus aucune zone d'ombre et que tous les projecteurs sont éclairés partout, un événement comme la naissance de ce virus est complètement opaque, on ne sait pas. De même qu'on ne sait toujours pas quel était le degré d'information des gouvernements respectifs, de l'OMS sur cette épidémie, qu'on ne sait pas quel était le degré d'information réelle de nos gouvernants par rapport à des tas de choses. Et je pense qu'il faudra des années et des années peut-être pour le savoir si les historiens de l'avenir se penchent, et s'ils sont toujours là d'ailleurs, pour pouvoir mener une enquête, quoi. Et ça, c'est quand même frappant. Et ça, on parle d'un point, mais presque tous les points qui pourraient nous interroger, sur des choses sur des guerres, sur des conflits, surtout, si vous voulez, finalement, c'est pas grand-chose. Alors, il y a un texte où
que vous avez écrit pareil à la fin du premier confinement, où vous vous moquiez de tous les gens qui avaient dit qu'ils allaient profiter de ce confinement pour relire Thomas Mann ou je ne sais quoi, et on s'est rendu compte au moment du déconfinement que c'était les Feel Good Books qui s'étaient le mieux vendus. Si on peut terminer par un peu de mauvais esprit, que vous a inspiré la levée de bouclier qu'il y a eu appelant à la réouverture des librairies dans un monde où d'habitude les gens ne se bousculent pas pour acheter Pierre Lafargue? Bon, je constate que cette grande crise pour qu'on rouvre les librairies, bon, je pense qu'elle vient surtout, évidemment, d'une certaine frange de la population urbaine et plutôt bourgeoise, qui s'est bien contrefoutue de faire réouvrir, par exemple, les bibliothèques ou ce qu'on appelle les médiathèques, alors que c'est tout à fait aussi important et qu'il ne faut pas oublier que les livres sont quand même un produit coûteux dans un monde où la culture devient complètement gratuite à plein de niveaux. Si vous voulez acheter des livres, ça reste cher, donc c'est bien joli de rouvrir la librairie. Moi, je suis pour, évidemment. Et pas parce que j'ai un livre en librairie, mais je suis pour qu'on rouvre les librairies avec des précautions, et après tout, c'est pas plus gênant que des supermarchés, mais il faudrait aussi parler des librairies. Et puis alors ça m'amuse cette histoire d'ouvrir les librairies, parce qu'en fait quand on vous dit faire du click and collect, c'est complètement méconnaître ce qu'est une librairie. C'est-à-dire qu'une librairie, c'est pas un endroit où on dit je veux un bouquin et puis je viens le chercher. Ça, c'est le truc degré zéro. Ce qui est agréable dans une librairie, c'est de flâner, c'est de découvrir des livres, parce qu'il y en a des milliers, il y en a des centaines qui paraissent... Et donc, aller dans une librairie, c'est la possibilité d'y flâner et de prendre les volumes pour lesquels on n'était pas venu ou auxquels on n'avait pas pensé, qu'on ne connaissait même pas. Évidemment, je suis pour l'ouverture des librairies, mais ça m'amuse. J'aurais aimé qu'on défende les librairies et que tout le monde se rue en librairie, évidemment, bien avant l'épidémie. Alors, écoutez, nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Je rappelle le titre de votre livre, Roue libre, donc, qui est paru aux éditions Flammarion. Et on peut malgré tout l'acheter en click and collect en attendant la réouverture des librairies. Je vous remercie. Merci à vous.